que c'est toucher au fondement même de l'universalité de cet organisme. Non seulement on touche au principe d'universalité, mais en plus on touche à toujours les mêmes personnes, parce que ça a été rappelé à plusieurs reprises. En fait, quand vous comptez par exemple les 10% des Français qui gagnent le plus de revenus, ils payent déjà 77% du produit de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les 10% des contribuables les plus aisés payent 75% du produit de l'impôt sur le revenu. Autre paramètre, c'est que lorsque vous êtes partie des contribuables les plus aisés, en fait, vous avez le droit à de moins en moins de droits. On va prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est que souvent, quand vous êtes contribuable aisé, vous ne mettez pas vos enfants dans l'école publique, vous mettez dans l'école privée. Donc, vous ne bénéficiez pas des frais qui sont payés par l'ensemble de la générosité nationale à l'égard de l'éducation. Autre point, et vous prenez l'ensemble des périmètres qui ont le droit à l'ensemble des Français, et ben les personnalités les plus riches n'y ont pas le droit. Vous avez parlé des allocations familiales, ils n'ont pas le droit non plus. Petit à petit, en fait, on va faire en sorte que ceux-là payent de plus en plus et le droit à de moins en moins. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire irrémédiablement? C'est qu'ils vont s'enfuir du territoire national pour aller à l'étranger ou pour aller ailleurs. C'est ce qui se passe déjà pour les plus jeunes. Lorsque vous regardez notamment les jeunes qui sortent de grandes écoles, et ben souvent, ils partent à l'étranger pour plusieurs raisons. L'un fait partie du fait qu'ils contribuent trop au système contributif et en plus qu'il n'y ait pas assez de possibilités en France pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir s'épanouir. Autre paramètre aussi, je pense, qui est important, c'est le fait qu'en fait, vous créez des Français de plusieurs catégories. Vous avez des Français qui ne travaillent pas et qui bénéficient d'un certain nombre de droits et d'une certaine gratuité. Vous avez une classe moyenne qui a le droit à pas assez par rapport à ce qu'il touche et qui paye trop par rapport à ce qu'il touche. Et enfin, vous avez une super élite en fait qui va tout payer et qui aura le droit quasiment à rien. Avec un dernier chiffre qui est marquant. Lorsque vous regardez un chiffre qui est très clair, le niveau du système de redistribution qui est déjà en cours. Lorsque vous faites l'écart de salaire entre les déciles les plus pauvres et le décile le plus riche, l'écart avant redistribution est environ de 20 à 30. Après redistribution, il est passé à 4. Donc la France est déjà un pays redistributif. Peut-être que les riches et les plus aisés payent déjà beaucoup trop par rapport à leur contribution. Premier, c'est que les gouvernements qui font ça ne sont pas méchants, ils le font parce qu'il y a des tendances qui sont très fortes dans la société. La première, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire que lorsqu'on met les premières lois comme ça, c'est Juppé qui le met en place en 95, il met en place ce qu'on appelle les projets de loi de finances de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que, avec notamment les objectifs de l'ONDAM, etc., pour sécuriser les dépenses. Parce que vous avez un vieillissement de la population, vous avez l'apparition des maladies rares, et le fait que les patients qui restent en urgence le restent de manière beaucoup plus longtemps. Donc, ils vont rester beaucoup plus longtemps, et ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'ils sont beaucoup plus vieux, et donc, du coup, ça coûte beaucoup plus d'argent. Cette tendance-là fait que, irrémédiablement, les dépenses de soins vont augmenter. Or, vous avez un problème majeur, c'est comme sur les retraites, c'est que les personnes qui cotisent au système de sécurité sociale sont principalement ceux qui travaillent, parce que ceux qui ne travaillent pas cotisent indirectement via la CSG, mais en fait, c'est par rapport à leurs revenus qui sont transférés par l'État, donc en fait, ça fait un coût neutre. Donc, vous avez des nombres de gens qui travaillent qui se réduisent, vous avez un nombre de patients qui augmente, donc irrémédiablement, le trou de la Sécu va augmenter. Et je pense que ça va être ça le point essentiel, ça va être qui va payer ce nombre de patients supplémentaires. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous augmentez la productivité, c'est-à-dire vous augmentez, comme ce que font les États-Unis, la croissance par tête en disant, au lieu de vendre du textile, vous allez vendre des iPhones, ça rapporte plus d'argent, du coup, le pays gagne et produit plus de richesses. Actuellement, ce n'est pas la tendance et ça prendrait des années à mettre en place. Deuxième possibilité, c'est que vous choisissez qui va payer. Or, actuellement, si vous dites que ça va être les plus riches qui vont payer, il va se passer comme ce qui s'est passé sous François Hollande. Vous aurez un grand exit fiscal et ils vont tous partir. Et vous avez un dernier choix, et c'est le choix qui est fait par les différents gouvernements depuis une trentaine d'années, c'est de faire en sorte de rationaliser et de diminuer le poids de la dépense publique. Or, vous avez un point qui est essentiel, c'est les réformes dites de structure auxquelles aucun gouvernement n'a voulu s'atteler. Avec un chiffre qui est marquant. La France dépense à peu près le même niveau de dépenses par habitant que l'Allemagne en termes de dépenses de santé. Pour autant, les médecins allemands sont mieux rémunérés. Ils avaient plus de lits d'hôpitaux pendant le Covid. Les infirmières allemandes étaient rémunérées. Vous allez me demander pourquoi. Parce que la France consacre 33% de ses dépenses pour les ARS, pour la bureaucratie et pour les personnes qui n'ont jamais mis un soin dans les hôpitaux, alors que les Allemands dépensent leur argent directement pour les personnels soignants, ce qui leur permet d'aller directement aux mains des soignants et ce qui font qu'ils ont un meilleur système de santé que le nôtre. Nicolas Da Silva. Oui, effectivement, est-ce que c'est toute cette bureaucratie, cette administration qui coûte cher, effectivement, des pratiques à corriger? Alors, il y a une partie qui est liée au vieillissement de la population, mais ça n'explique pas l'essentiel, parce qu'en fait, ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait des arrêts maladie qui soient concentrés sur les seniors et les personnes qui sont en un âge plus avancé. Mais en fait, on voit aussi une augmentation des arrêts maladie qui concernent les personnes qui sont plus jeunes, avec notamment ce que pointe... En fait, il y a deux points. Il y a ce qu'on a dans la fonction publique et dans la fonction privée. Dans la fonction privée, on voit que les plus jeunes sont également touchés parce que les nouvelles pratiques du travail et parce que le travail a changé après le Covid. Et donc, les gens utilisent parfois l'arrêt maladie uniquement parce que le rapport au travail est quand même différent de ce qu'on a connu avant Covid. Même ça ne touche pas que la France, ça touche l'ensemble des sociétés occidentales. Après, on a un autre point qui concerne la fonction publique où c'est beaucoup plus compliqué, auquel il faut différencier plusieurs catégories. On voit qu'à peu près, en fait, dans les arrêts maladie, ce qui coûte cher, c'est ceux qui sont
titulaires de la fonction publique et un peu moins les contractuels. Donc le fait d'avoir un emploi à vie, d'avoir plus de sécurité de l'emploi fait que vous avez plus tendance à bénéficier d'un arrêt maladie. Peut-être qu'ils sont plus malades, mais en tout cas c'est ce que montre le rapport de l'IGAS. Et autre paramètre aussi, c'est que dans les collectivités territoriales, par rapport à vos fonctions publiques d'État, l'IGAS pointe en fait un problème, c'est que des gens sont globalement absents, surtout dans les communes de plus de 100 000 habitants. Donc en fait, il y en a qui pointent, mais ce n'est pas encore prouvé directement, mais en fait, on voit des paradoxes qui sont quand même très forts au terme de différents emplois. On voit qu'il y a quand même des arrêts maladie de confort qui permet en fait de ne pas aller travailler, ce qui avait notamment permis à l'ancien ministre de la fonction publique, Kasbarian, en fait, de vouloir augmenter le délai de carence de 1 à 3 jours pour en fait mettre fin aux arrêts de maladie de confort qui coûteraient à peu près 1,5-2 milliards d'euros par an. Alors peut-être on va voir ce chiffre en 2022. Il n'a pas tort, mais il y a des chiffres qui sont assez ambivalents sur la question du monde social et de l'accès aux soins. En fait, vous avez des gens qui surabusent des soins, qui surabusent des visites auprès des médecins et qui surabusent des visites d'hôpitaux parce que le parcours de soins n'est pas très clair en France. Et de la même manière, lorsque vous habitez en zone périphérique ou en zone rurale, votre accès aux soins est assez limité. Je me rappelle notamment des chiffres qui sont assez marquants. Le recours au RSA dans le département du centre, dans la région du centre, est de 33%. Il y a 33% de gens qui ne demandent pas le RSA, qui sont éligibles au RSA. Vous avez 33 à 40% des gens qui sont éligibles à des soins et qui refusent de se faire soigner parce qu'ils considèrent qu'ils sont loin, ils considèrent que c'est pas pour eux et donc il vaut mieux tenir et se soigner à l'ancienne plutôt que d'aller profiter de la solidarité nationale. Donc vous avez ces accès qui sont assez ambivalents avec des gens qui surutilisent trop et des gens qui ne s'utilisent pas assez. Mais pour prolonger le débat précédent, je pense qu'on a un véritable problème, c'est des réformes de structure. Parce qu'en fait, on n'arrête pas d'exploser les dépenses de santé. Il faut quand même le rappeler, à l'époque du général de Gaulle, la France dépensait environ 15% de ses dépenses pour l'ensemble de la santé, retraite, santé, etc. réunis. Maintenant, on est à 33%. Pour autant, il y a plus de gens qui sont malades maintenant qu'à l'époque du général de Gaulle. Il y a plus de gens qui sont en situation de pauvreté. Il y a plus de gens qui sont en situation difficile. Les hôpitaux sont débordés, etc. Et pour autant, quand vous regardez la structure du budget de la France, vous avez 5,4% du budget qui est adressé aux dépenses de l'intérieur, armée, intérieur et justice, et plus de 50%, enfin 46% pour être exact, qui sont adressés à l'ensemble des dépenses sociales. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur social, et pour autant, les hôpitaux sont en mauvais état, il y a trop de pauvres, et des gens n'arrivent pas à manger à leur faim, ce qui pose quand même question sur l'efficience de la dépense. Comment ça se fait qu'on met autant d'argent, et pour paraphraser le président de la République, et ça nous coûte un pognon de dague, et les gens restent pauvres. Nicolas Da Silva. Oui. Ça coûte réellement parce que c'est loin d'être gratuit. Mais ce qui est sûr, c'est que la France a une addiction à l'argent public, a une addiction à l'argent magique depuis le Covid. Ça veut dire que maintenant, la notion de milliards, la notion de millions n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, on considère qu'on peut trouver 100 milliards par-ci, 40 milliards par-ci, 40 milliards par-là. La vérité, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui payent derrière. Et la difficulté aussi, c'est que les gens qui payent n'ont pas forcément ceux qui ont recours à ces soins-là. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes personnes. C'est pour ça que je voulais préciser, il y a des personnes qui n'en bénéficient pas du tout et des personnes qui surabusent. Et lorsque vous voulez faire de la pédagogie, effectivement, il est important de le faire. La France dépense beaucoup pour ses soins, et pourtant, les hôpitaux ne fonctionnent pas. La France rembourse beaucoup les médicaments et pour autant, les gens sont toujours malades. Je pense que le sujet essentiel, c'est 2 points. Un, c'est de réformer structurellement notre fonctionnement pour arrêter de faire des mesurettes et pour trouver 5-6 milliards par là, parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans et on a toujours des difficultés. Et l'autre point, c'est de revoir le parcours de soins, notamment le parcours de médecine de ville, pour faire en sorte d'avoir un système de soins qui est beaucoup mieux organisé autour de la prévention, autour des médecins généralistes et des médecins libéraux qui doivent être en première ligne pour arriver in fine derrière les hôpitaux. Et malheureusement, les gens font le chemin inverse et c'est ça qui nous coûte beaucoup d'argent et qui coûte cher à l'État et aux contribuables.